Bonjour à tous. Faisons une pause ici même, avant de plonger plus profond. Je sais ce que vous pensez. Ça ressemble à une énième histoire triste de retraité, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que tout ce récit provient d'un très long courriel que j'ai reçu d'un abonné anonyme, qui a décidé de vider son âme et de partager l'expérience qui a changé sa vie pour toujours. Comme toujours, j'ai modifié les noms et romancé les détails pour protéger son identité, mais je vais vous le raconter de mon propre point de vue, en me mettant dans ses chaussures, pour que nous vivions ensemble ce grand 8 émotionnel. Préparez-vous, car ce qui commence comme le portrait d'une solitude étouffante va bientôt se transformer en l'une des revanches psychologiques les plus brillantes et calculées qu'il m'ait été donné de voir depuis longtemps. Toutes mes matinées commençaient exactement de la même façon. Je me réveillais à 5 heures. Une habitude prise au long de 43 années passées à travailler comme agent de fret, responsable des expéditions. Bien que je sois à la retraite depuis 11 ans, mon horloge interne continuait de battre au rythme des horaires de transport de la région. Parfois, je restais au lit à écouter craquer la vieille maison, comme si elle se plaignait de la même arthrose que nous partagions tous les deux. Je m'appelle Arthur Caron et j'avais 75 ans. Demain, j'en aurai 76, si tant est que cela importait à quelqu'un. J'avais mes doutes. Notre maison, rue des Ormes, était la dernière d'une rangée de pavillons identiques construits dans les années 60. Colette et moi l'avions un jour considérée comme un refuge temporaire. Dans 5 ans, on déménagera dans cette maison à 2 étages sur l'avenue, disait-elle. Mais 5 ans sont devenus 10, puis 20, et ensuite Colette est partie. Son cœur a lâché, elle n'avait que 68 ans. Cela faisait 8 ans que je vivais seul. 8 ans à prendre mon petit déjeuner avec le journal au lieu de mon épouse. Ce matin-là, le porridge était un peu trop salé, comme d'habitude. Je n'arrivais pas à m'habituer à cuisiner pour un seul. « On ne va pas fort, Arthur », ai-je dit à mon reflet dans la vitre de la fenêtre. « Tu te fais vieux. » Le reflet ne m'a pas contredit. J'avais moins de cheveux gris que je ne l'aurais voulu, et beaucoup plus de rides que nécessaire. Mes yeux étaient toujours verts, comme ceux de Colette, mais ils étaient maintenant éteints par le temps et la solitude. Après le petit déjeuner, je suis sorti dans le jardin. Le temps, ce jour-là, était le même que toujours. Ni bon, ni mauvais. Notre village était pareil, ni trop grand, ni trop petit. J'y suis né. Je suppose que j'y mourrai aussi. Colette voulait qu'on s'installe en ville pour être près de Valérie quand je prendrais ma retraite. Mais j'avais refusé. Et aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû accepter. Ma fille ne serait peut-être pas si froide si nous vivions plus près. Valérie est notre fille unique. C'est une femme belle et intelligente. Elle a décroché un bon poste. Elle a épousé un comptable et a eu Anaïs. Mais dès qu'il s'agissait de moi, elle avait toujours l'air fatiguée. Comme si je n'étais pas son père, mais une corvée qu'elle accomplissait avec patience. Mes amis, si je vous suis honnête, c'est l'une des réalités les plus cruelles du vieillissement. J'analyse tout cela avec le recul, et je vois clairement comment la dynamique du pouvoir s'inverse. Les enfants deviennent les gestionnaires de la vie de leurs parents. C'est une distance émotionnelle qui coupe comme la glace. Avez-vous déjà senti que votre simple existence était une gêne pour les personnes que vous aimez le plus? C'est une douleur sourde qui vous éteint l'âme, petit à petit. « Papa, on ne peut pas venir ce week-end, Anaïs a une compétition. »« Papa, tu as oublié de prendre tes médicaments? Je t'ai encore laissé le planning sur le frigo. »« Papa, il ne faut pas appeler aussi tard. » Depuis le départ de Colette, j'étais devenu un fardeau pour eux. Parfois, je pensais que Valérie vérifiait seulement si j'étais encore vivant, pour ne pas rater l'occasion de vendre la maison. J'ai taillé les arbustes, même si mes genoux protestaient. C'est une vieille habitude, garder les choses en ordre. Dans l'entreprise de transport, j'étais en charge de la documentation et de la comptabilité du fret. 30 caisses de vis, 20 barils d'huile pour machine, 48 caisses de pièces détachées. Tout devait s'emboîter à la perfection, jusqu'au dernier écrou. Le vieux Caron connaît chaque rouage de la boîte, disait M. Renaud, le patron. Il ne restait plus aucune entreprise. M. Renaud était décédé depuis longtemps, et moi, je taillais seulement les arbustes pour que les voisins ne se plaignent pas. Madame Blanc, de la maison d'en face, m'a salué de la main. Elle avait plus de 80 ans,
mais elle conduisait encore sa vieille voiture et allait au bingo 2 fois par semaine. Je lui ai rendu son salut d'un signe de tête. On ne se parlait presque jamais, mais il y avait plus de chaleur dans ce geste que dans les 5 dernières conversations téléphoniques que j'avais eues avec ma fille. Vers midi, mon dos a commencé à me lancer. Alors je suis rentré, j'ai sorti la soupe de la veille du réfrigérateur, je l'ai réchauffée et je me suis assis devant la télévision. Il y avait les informations, une publicité pour des médicaments contre l'arthrose, puis une autre publicité, cette fois pour la constipation. C'était une industrie qui connaissait exactement son public à cette heure de la journée. Soudain, le téléphone a sonné, une rareté un jour de semaine. « Papa ?» La voix de Valérie sonnait comme si elle parlait à un petit enfant. « Tu te souviens que demain, c'est ton anniversaire ?» Comme si je pouvais l'oublier. À mon âge, chaque nouvelle année est un véritable exploit. « Bien sûr que je m'en souviens, » ai-je répondu. « On sera chez toi vers 15 heures. Ne cuisine rien, j'apporterai le gâteau. Vous venez tous ?» ai-je demandé, et j'ai senti un nœud dans la gorge. S'était-il vraiment souvenu, malgré tout? Il y a eu une pause. Oui, tous. Moi, Frédéric, Anaïs et Julien. Julien était le mari d'Anaïs depuis 4 ans, un grand garçon avec plus d'ambition que d'occasion. Il voulait ouvrir un hôtel, mais travaillait comme gérant dans un motel à la sortie de la ville. Anaïs l'avait rencontrée à la fac. Elle ressemblait à Colette. Elle avait les mêmes yeux verts, la même fossette sur la joue droite, mais sa personnalité était exactement celle de Valérie. Une langue acérée et un regard froid. « Merci », lui ai-je dit. « Je vous attendrai. »« Et papa ?» Sa voix est devenue professionnelle. « Ne commence pas avec tes histoires de boulot, d'accord ? Personne n'a envie d'entendre parler de tes connaissances en fret et de tes itinéraires. » J'ai ravalé mon ressentiment. La dernière fois, j'avais seulement raconté comment j'avais évité une amende à une entreprise en détectant une erreur dans la paperasse. C'était une histoire dont j'étais fier. Cette fois-là, Frédéric avait bâillé d'un air provoquant. « D'accord, » ai-je répondu. « Pas d'histoire ? Parfait. À demain. » Et elle a raccroché sans même attendre ma réponse. J'ai travaillé dans l'entreprise de transport de 22 à 65 ans. J'ai commencé comme simple magasinier, mais j'ai vite gravi les échelons jusqu'à devenir agent de fret. J'avais une bonne mémoire et le souci du détail. Je me souvenais de chaque itinéraire, de chaque client, de chaque type d'envoi. Monsieur Renault, le fondateur, appréciait ses qualités. « Caron, c'est mon bras droit », disait-il aux autres employés. J'étais là quand l'entreprise est passée d'un petit entrepôt de banlieue à un transporteur régional important. J'étais là quand le fils de Monsieur Renault a repris les rênes après la mort de son père. J'étais là quand l'entreprise a obtenu sa propre flotte de 15 camions. Et j'étais là aussi quand elle a été rachetée par une grande corporation nationale qui a fermé notre agence 2 ans plus tard, laissant 30 personnes sans emploi. À l'époque, j'étais déjà à la retraite, mais je suivais les nouvelles de la société. Beaucoup de mes collègues avaient déménagé pour trouver du travail. Certains avaient pris une retraite anticipée, d'autres avaient monté leur propre affaire. Et moi, j'étais resté au village avec Colette, dans notre petite maison de la rue des Ormes. Je pensais à tout cela en rangeant l'armoire de ma chambre. J'ai retrouvé de vieilles chemises que je ne portais plus depuis longtemps, des pulls que Colette avait tricotés, le costume que j'avais mis à son enterrement. Tout gardait le souvenir d'un passé qui semblait s'éloigner un peu plus chaque jour. Au fond de l'armoire, j'ai trouvé une boîte de photographies. Il y avait des clichés de fêtes d'entreprise, de pique-niques, de sorties en groupe, des gens déjà morts ou partis ailleurs. Des événements dont plus personne ne se souvenait, une histoire qui n'intéressait plus que moi. J'ai mis la boîte de côté et j'ai continué à ranger. Sur l'étagère du haut, derrière une pile de vieux magazines, j'ai trouvé un album que je cherchais depuis des mois. C'était des photos de famille des 30 dernières années. Là, Valérie et Frédéric le jour de leur mariage. Là, Anaïs, nouveau-née à la maternité. Là, Colette et moi, la tenant dans nos bras. Notre unique petite fille. Anaïs était une enfant extraordinaire, curieuse, pleine de vie, avec un rire contagieux. Petite, elle adorait venir chez nous le week-end. On lisait des contes, on faisait des biscuits, on l'emmenait au parc donner à manger aux canards. Elle m'appelait « Papy » et grimpait sur mes genoux quand je racontais des histoires de mon travail.
Quand les choses avaient-elles changé? À quel âge était-elle passée de ma tendre petite fille à une étrangère glaciale? À 12 ans? À 13? Où était-ce arrivé peu à peu, sans que je m'en aperçoive? J'ai feuilleté l'album en regardant son visage changer d'une photo à l'autre. Là, elle avait 5 ans et un sourire sans dents. Là, 10 ans, et le sourire devenait plus réservé. À 15 ans, le sourire avait complètement disparu, ne laissant qu'un regard tendu et de biais. Dans les dernières pages, il y avait les photos de son mariage. On y voyait Julien Faure, grand, mince, le regard rêveur. Il s'était connu à la fac, en école de commerce. Il parlait toujours de son rêve d'ouvrir un petit hôtel chaleureux. Pas comme ces monstres de chaîne sans visage, mais un endroit avec du caractère, où chaque client se sent unique, expliquait-il. Mais pour l'heure, cela restait un rêve. Il travaillait comme gérant dans un motel au bord de la route, économisant pour l'apport d'un immeuble convenable. Anaïs, qui travaillait dans une agence de publicité, l'avait soutenu au début. « Julien est un visionnaire », nous disait-elle. « Il a un vrai plan. » Mais au fil des années, le plan était resté sur le papier, et j'avais remarqué l'attitude de ma petite fille changer. D'abord une légère irritation, puis un mécontentement ouvert. Lors des réunions de famille, elle interrompait de plus en plus son mari quand il commençait à parler de son hôtel. « On ne va pas faire ça ce soir, d'accord ?» disait-elle sur un ton qui n'admettait pas la réplique. Je comprenais Julien mieux que quiconque dans la famille. Moi aussi, j'avais un jour rêvé de monter ma propre entreprise de transport, mais je n'avais jamais pris le risque. J'étais resté dans l'entreprise de fret, où tout était stable et sûr. J'avais fait vivre ma famille. J'avais épargné pour les études de Valérie. J'avais épargné pour une vieillesse tranquille. Et aujourd'hui, avec le recul, je me demandais parfois ce qui se serait passé si j'avais osé. J'ai refermé l'album et l'ai remis sur l'étagère. Je devais continuer à ranger. Ma famille arrivait le lendemain et je voulais que la maison ait l'air convenable. Même si, pour être honnête, je doutais fort qu'il le remarque. La relation avec Valérie était devenue de plus en plus difficile depuis la mort de Colette. Elle appelait une fois par semaine, les dimanches à 18h pile. La conversation était toujours la même. « Comment vas-tu, papa ?»« Je vais bien, et toi ?»« Bien, Anaïs a eu une promotion. Frédéric a fait des heures supplémentaires avec ses clients. Je pense repeindre la cuisine. » Aucune question réelle sur ma vie. Aucun intérêt sincère. Une obligation, rien de plus. Quand j'essayais de parler de mes soucis, mon mal de dos, les difficultés avec un nouveau médicament, le conflit avec un voisin pour une clôture, elle écoutait avec une impatience à peine dissimulée. « Oui, papa, ce n'est pas facile. Bon, je dois te laisser. Anaïs a une présentation, ou une compétition, ou une réunion aujourd'hui. » J'ai cessé de partager mes choses. Pourquoi ennuyer des gens occupés avec mes problèmes de vieux? Ils ne venaient pas souvent. Seulement à Noël, à Pâques et pour mon anniversaire. Parfois pour celui de Colette quand je leur demandais de m'accompagner au cimetière. Les visites étaient toujours courtes, comme s'ils accomplissaient un devoir. Frédéric, le mari de Valérie, était un comptable avec son propre cabinet. Toujours occupé, toujours une calculatrice dans la tête, il calculait tout. Le coût des cadeaux, l'essence dépensée pour venir jusqu'à chez moi, le temps investi à nous rendre visite. Une fois, je l'ai entendu dire à Valérie, « 2 heures à l'aller, 2 au retour, 3 heures chez lui. Ça fait 7 heures de notre vie qu'on ne récupérera jamais. » Écoutez bien ceci. Ici, nous touchons le fond de l'empathie. Frédéric ne voit pas une famille, il voit un tableur. Il transforme le temps partagé en déficit, en perte nette. Je vous le demande, comment réagit-on quand on découvre que son propre sang vous mesure en coûts et bénéfices? Cette phrase n'est pas une simple plainte, c'est la radiographie d'un cœur absolument vide. Je n'étais pas sûr que Frédéric aimât Valérie, ni qu'elle l'aimât. Ils vivaient l'un à côté de l'autre, mais pas ensemble. Comme 2 satellites sur des orbites parallèles qui ne se percutent jamais, mais ne s'éloignent jamais non plus. Anaïs et Julien, c'était différent. Il y avait encore de la passion en eux, une passion pour la vie, l'un pour l'autre, pour leurs rêves. Mais je voyais aussi une fissure grandir entre eux. Lui croyait encore en son hôtel. Elle était de plus en plus rongée par le doute.
Lors de leur dernière visite, le jour de Noël, je les ai entendus parler dans la cuisine. Ce n'était pas mon intention d'espionner. J'allais juste chercher un verre d'eau et je me suis arrêté en entendant le prénom de Julien. « Combien de temps encore vas-tu attendre ?» demandait Anaïs. Ça fait 4 ans, Julien. 4. Et tu es encore dans ce motel miteux au toit qui fuit. J'ai presque assez économisé, répondait-il. Encore 1 an, 2 tout au plus, et on pourra commencer. 1 an ou 2, répéta-t-elle avec amertume. Et puis la rénovation, la décoration, la promotion, 3 ans de plus. À ce moment-là, j'aurai 35 ans, Julien. 35. Et tu sais que je veux des enfants. On pourrait commencer maintenant dans un studio avec ton salaire et tes prêts. Sois réaliste. Je suis retourné en silence au salon, sans vouloir entendre la suite de la dispute. J'avais de la peine pour les deux. Anaïs voulait la stabilité et une famille. Julien s'accrochait à son rêve. D'une certaine façon, je voyais en lui mon moi plus jeune. Sauf que moi, je n'avais même pas eu son courage de continuer à y croire envers et contre tout. Le soir, je me suis assis sur le perron à observer les voisins. La famille d'en face, un jeune couple avec 2 enfants. Madame Blanc promenant son vieux chien. Les adolescents à vélo qui rentrèrent du terrain de sport. La vie continuait autour de moi, et je n'étais qu'un spectateur. Demain, j'aurai 76 ans. Ce n'était pas un chiffre rond, mais à mon âge, chaque anniversaire pouvait être le dernier. On se souviendrait de moi quand je serais parti, ou on respirerait de soulagement de ne plus avoir à faire ces visites obligatoires. J'ai regardé le coucher de soleil derrière les toits, et j'ai pensé à Colette. Elle aurait su exactement quoi dire. Elle trouvait toujours les mots justes. « Ne les juge pas si durement, Arthur », aurait-elle dit. Ils ont leur propre vie, leurs propres soucis. Ils t'aiment. Ils ne savent simplement pas comment le montrer. J'aurais aimé la croire. J'aurais aimé penser qu'au fond, Valérie était encore cette petite fille qui me sautait au cou quand je rentrais du travail, qu'Anaïs se souvenait encore de l'époque où l'on faisait des cookies aux pépites de chocolat ensemble. Mais avec chaque année qui passait, il m'était de plus en plus difficile d'y croire. Avant d'aller me coucher, j'ai posé quelques vieux albums photos sur la table basse. Peut-être qu'Anaïs s'intéresserait à l'histoire familiale, qu'elle verrait des photos de ses arrière-grands-parents et remarquerait à quel point elle leur ressemblait. Peut-être que cela nous aiderait à trouver un terrain d'entente. Je me suis préparé pour le lendemain avec un espoir que je ne pouvais réprimer, malgré l'expérience des déceptions passées. Le matin de mon anniversaire a commencé comme toujours, à 5 heures pile. Je me suis réveillé avant le réveil. Pendant quelques minutes, je suis resté allongé à regarder le plafond. 76 ans, un nombre impressionnant. La plupart de mes amis de lycée avaient déjà dépassé cet âge. Raoul, mon ancien collègue, plaisantait toujours. Après 70 ans, chaque journée est un niveau bonus dans le jeu de la vie. Je me suis levé, j'ai enfilé une vieille robe de chambre et je suis allé dans la cuisine. La maison était silencieuse. Seule la vieille horloge murale comptait les secondes de ma solitude. Colette préparait toujours un petit déjeuner spécial pour mon anniversaire. Des crêpes au miel et aux fruits rouges. Après sa mort, j'avais essayé de reproduire la recette, mais ça ne donnait jamais rien de bon. Cette année, j'ai décidé de ne pas souffrir. Alors j'ai préparé ce que je savais faire. Des œufs brouillés, du bacon et des tartines grillées. J'ai allumé la radio. Du jazz, lent, mélancolique. Colette aurait adoré. Elle disait toujours que le jazz était la musique de la vie, avec tous ses hauts et ses bas. « Joyeux anniversaire, Arthur », ai-je dit à mon reflet dans la fenêtre. Il m'a rendu le même regard fatigué que tous les matins. Après le petit déjeuner, je me suis douché et j'ai mis ma chemise de sortie. Bleu pâle, avec des boutons de nacre. Le cadeau de Colette pour notre dernier anniversaire ensemble. Elle est morte 3 mois plus tard. Je me suis peigné, même s'il n'y avait pas grand-chose à peigner. À 9 heures, j'ai relevé la boîte aux lettres. Seulement quelques factures et des prospectus. Aucune carte. À 10 heures, Raoul a appelé, le seul à se souvenir encore de mon anniversaire sans qu'on le lui rappelle. « Eh bien, 76, mon vieux ?» a tonné sa voix dans le combiné. « Ça fait quoi ?» Comme si j'en avais encore 60. Sauf que mon corps n'est pas du même avis, ai-je répondu. On a parlé de ses petits-enfants,
de la pêche, de comment le coin avait changé. Pas un mot sur ma famille. Il savait que c'était un sujet sensible. Ils viennent aujourd'hui? A-t-il fini par demander prudemment. Oui, ils ont dit vers 15 heures. Bon, c'est bien, passe-leur le bonjour, a-t-il dit sans grande conviction. Raoul savait comment étirent les choses. Après avoir raccroché, j'ai fait les derniers préparatifs. J'ai épousseté les photos sur la cheminée. J'ai disposé les albums sur la table basse et j'ai acheté un paquet de cookies aux pépites de chocolat, les préférés d'Anaïs. Je me souvenais comme elle les dévorait, petite. Peut-être qu'elle s'en souvenait encore. À 14 heures, j'ai commencé à guetter par la fenêtre, même s'ils avaient dit vers 15 heures. À 15 heures, je commençais à m'agiter. À 16 heures, j'ai commencé à penser qu'ils avaient oublié ou décidé de ne pas venir. À 16h30, alors que j'avais presque perdu espoir, la voiture de Frédéric est apparue. Un modèle neuf acheté à crédit, comme il aimait s'en vanter. Ils sont entrés tous ensemble, bruyants, préoccupés seulement d'eux-mêmes. Valérie portait un petit gâteau dans une boîte en carton du supermarché. Frédéric s'est installé aussitôt dans un fauteuil, comme chez lui. Anaïs, belle, vêtue de vêtements chers, mais avec le même regard froid que sa mère, m'a fait la bise. Elle sentait un parfum très coûteux. « Joyeux anniversaire, papy !» a-t-elle dit sans grand enthousiasme. Julien, son mari, m'a serré la main fermement. Il y avait en lui une tension qui n'y était pas auparavant. « Tous mes vœux, monsieur Caron », a-t-il dit. Au moins, c'était le seul à paraître sincère. « Papa, désolé pour le retard », a dit Valérie sans avoir l'air particulièrement coupable. Il y avait beaucoup de circulation. J'ai hoché la tête, même si je savais que les routes du village étaient en général dégagées le mercredi après-midi. Ils avaient simplement pris leur temps. Ce n'est rien, l'important, c'est que vous soyez là. Ils m'ont tendu un cadeau. Un rasoir électrique dans un emballage simple, sans papier de fête. De la part de nous tous, a dit Valérie. Je les ai remerciés, même si j'en avais déjà un exactement pareil, qu'ils m'avaient eux-mêmes offert 3 ans plus tôt. Sans doute l'avaient-ils oublié, ou ne s'était-il même pas donné la peine de s'en souvenir? Valérie s'affairait dans la cuisine, disposant les assiettes en carton qu'elle avait apportées, comme si elle craignait d'utiliser les miennes. Anaïs s'est assise sur le canapé, le regard rivé à son téléphone. Julien se dandinait d'un pied sur l'autre, visiblement mal à l'aise. Frédéric feuilletait un magazine trouvé sur la table, sans même tenter d'engager la conversation. « Comment ça va au motel ?» ai-je demandé à Julien pour détendre l'atmosphère. « Bien », a-t-il répondu brièvement. « Comme d'habitude. » « Et les projets pour l'hôtel ?» Anaïs a brusquement relevé la tête de son téléphone. « Papy, on ne parle pas de ça aujourd'hui », a-t-elle dit sur un ton qui n'admettait pas la réplique. J'ai vu Julien serrer la mâchoire. Il se passait clairement quelque chose entre eux. « Bien sûr », ai-je répondu, mal à l'aise. « Et le travail à l'agence, Anaïs ?»« Super », a-t-elle dit en retournant à son téléphone. « Beaucoup de nouveaux clients. » Ce fut toute la conversation. J'ai essayé encore 2 ou 3 fois. J'ai interrogé Frédéric sur son cabinet comptable, Valérie sur son bénévolat à la bibliothèque. Je n'ai obtenu que des réponses brèves, puis de nouveau le silence. Finalement, Valérie est revenue avec un gâteau surmonté de 13 bougies allumées. « On n'a pas trouvé plus », a-t-elle expliqué, « mais c'est symbolique. 7 et 6, 76. Je ne me suis pas donné la peine de lui faire remarquer que 7 et 6 faisaient 13, pas 76, et que son excuse n'avait aucun sens. Quelle importance! Ils ont chanté « Joyeux anniversaire » en regardant l'heure. Leur voix sonnait comme un rituel obligatoire. J'ai soufflé les bougies en faisant un vœu qui ne se réaliserait jamais, que la famille redevienne une famille. Le gâteau n'avait aucun goût, la crème était artificielle. J'ai mangé ma part en complimentant Valérie pour son choix. Elle ne m'écoutait même pas. Elle discutait d'un problème de travail avec Frédéric. Anaïs continuait de pianoter sur son téléphone sans toucher au gâteau. Julien mangeait en silence, jetant de temps en temps un regard à sa femme. « Vous vous souvenez ?» ai-je commencé pendant une accalmie. « Quand on est tous allés au lac pour mes 50 ans, Anaïs a attrapé son premier poisson, cette fois-là. »« Papa » m'a interrompu Valérie. On était d'accord, pas d'histoire nostalgique. Je me suis tu
en ravalant mon ressentiment. Anaïs n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Au fait, » a dit Frédéric en regardant sa montre, « on doit partir dans une demi-heure. On a des places de théâtre à 19h. Le théâtre ?» ai-je demandé, surpris. « Le jour de mon anniversaire ?»« Papa » a soupiré Valérie. « On a acheté ces places il y a 1 mois. On ne pouvait pas les rater. »« Bien sûr que non » ai-je acquiescé. « Bien sûr que non. » J'ai remarqué que Julien semblait très mal à l'aise. C'était le seul à sembler se rendre compte du manque de respect. « On peut rester » a-t-il dit soudain. « Franchement, je n'ai pas envie d'aller au théâtre. » Anaïs lui a lancé un regard noir. « On y va, Julien. Ces places nous ont coûté 200 €. »« Je sais combien elles ont coûté, » a-t-il répondu avec une fermeté soudaine. « C'est moi qui les ai payées. » Anaïs a levé les yeux au ciel et est retournée à son téléphone. J'ai essayé de changer de sujet. « Anaïs, j'ai retrouvé de vieux albums photos. Tu veux peut-être y jeter un œil ? Il y a des photos de toi et de tes arrière-grands-parents. »« Une autre fois, papy ?» a-t-elle répondu sans détacher les yeux de l'écran. « J'ai une correspondance importante avec un client là. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Après toutes ces années, après tout l'amour que j'avais donné à cette famille, après tous les sacrifices. « À ton âge, » ai-je dit en tentant de maîtriser le tremblement de ma voix, « tu pourrais montrer un peu de respect pour les aînés. » Anaïs a enfin levé les yeux. Il y avait de l'irritation dans son regard. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je veux dire que tu es assise à table pour l'anniversaire de ton propre grand-père, à fixer ton téléphone comme si on t'avait traîné ici de force. »« Anaïs travaille, papa, » est intervenue Valérie. « Elle a des clients importants. »« Plus importants que sa famille, » ai-je secoué la tête. « Tu adorais venir ici, Anaïs. Tu te souviens, quand on faisait des biscuits et qu'on allait nourrir les canards au parc ? »« Papy, j'avais 8 ans, » a-t-elle dit avec une irritation à peine voilée. « Ce qui a changé ? J'ai grandi. J'ai ma propre vie, un travail, un mari. » Je me suis tourné vers Julien. « Et toi, mon garçon ? J'ai entendu parler de ton rêve d'ouvrir un hôtel, de grands projets, mais aucune action réelle. Des années à parler pour ne rien faire. Et il semble qu'Anaïs en ait assez de tous ces bavardages, pas vrai ?» Le visage de Julien est devenu rouge. Anaïs s'est levée d'un bond. « Comment oses-tu » a-t-elle crié. « Tu n'as aucune idée de ce qu'on traverse. Julien travaille comme un forçat, et toi ?» J'ai vu sa main se lever, mais je n'ai pas eu le temps de réagir. La gifle m'a brûlé la joue. Mon Dieu ! Arrêtons-nous une seconde. L'humiliation physique est terrible. Oui, mais regardez le comportement du reste de la pièce. Le silence complice de la fille et du gendre fait infiniment plus mal que le coup de la petite fille. En psychologie, ce genre de silence valide l'agresseur et détruit la victime. Mettez-vous à ma place un instant. Seriez-vous resté calme ou auriez-vous jeté tout le monde à la rue dans cette même milliseconde ? Un silence absolu s'est installé dans la pièce. J'ai regardé ma petite fille, incapable de croire ce qui venait de se passer. Puis j'ai regardé Valérie, Frédéric. Aucun d'eux n'a dit un seul mot pour me défendre. Julien semblait sous le choc, mais il a gardé le silence lui aussi. Ma joue me brûlait, mais ça me faisait plus mal à l'intérieur. Ma propre petite fille m'avait giflé le jour de mon anniversaire, et personne n'avait essayé de l'arrêter. « Anaïs, » a enfin dit Valérie, « présente tes excuses à ton grand-père. »« Je ne le ferai pas, » a-t-elle répondu en attrapant son sac. « C'est lui qui a commencé. Je me casse d'ici. » Et elle est sortie en courant de la maison. Julien s'est levé maladroitement. « Monsieur Caron, je... » a-t-il commencé. « Va la rejoindre, » ai-je dit à voix basse. « C'est ta femme. » Il a hésité une seconde, puis a hoché la tête et est parti. Valérie et Frédéric ont échangé un regard. « Papa, » a dit Valérie, « tu connais le caractère d'Anaïs ? Tu n'aurais pas dû la provoquer. »« La provoquer ?» l'ai-je interrompu. « Je disais seulement la vérité. »« Ce n'était pas la vérité, c'était juste ton opinion, » a dit Frédéric. « Et de toute façon, on devrait y aller ou on va être en retard. » Ils sont partis en oubliant d'emporter le reste du gâteau. Ils ne m'ont pas embrassé pour dire au revoir, ni ne m'ont souhaité de nouveau un joyeux anniversaire. Ils sont simplement partis, comme si j'étais un étranger dont la visite était terminée. Après leur départ,
Je suis resté immobile un long moment. Ma joue me brûlait encore. 76 ans. J'avais travaillé la moitié de ma vie pour faire vivre ma fille. J'avais dépensé énormément d'argent pour ma petite fille, et voilà le remerciement. Une gifle en pleine figure, le jour de mon propre anniversaire. Je me suis levé et je suis allé dans la cuisine. Le gâteau presque intact était sur la table, symbole de la fête ratée. À côté, le rasoir électrique, réplique de celui que j'avais déjà. J'ai ouvert la poubelle et j'ai jeté les deux. De retour au salon, j'ai remarqué l'album photo par terre, celui qu'Anaïs n'avait même pas voulu ouvrir. Il était tombé de la table pendant la dispute. Je l'ai ramassé et j'ai tourné les pages. Là, Anaïs a 3 ans, assise sur mes genoux, riant, me montrant un livre de contes. Là, à 6 ans, tenant une canne à pêche avec un petit poisson au bout. Sa première prise. Là, à 12 ans, le regard déjà ailleurs, comme si la photo de famille ne l'intéressait plus. Quand avait-elle cessé d'être cet enfant tendre? Quand avions-nous perdu le contact? J'ai refermé l'album et l'ai remis sur l'étagère. À quoi bon garder les souvenirs d'un temps qui ne reviendrait jamais? Dehors, il commençait à pleuvoir. Les gouttes frappaient le toit, créant une mélodie triste qui collait parfaitement à mon humeur. Je me suis renversé dans mon fauteuil et j'ai fermé les yeux. Un anniversaire. Quelle ironie! Le silence de la maison était étouffant. Pour couvrir le bruit de la pluie et de la solitude, j'ai allumé la vieille télévision. Il y avait les informations locales. Au début, je n'ai pas fait attention. Mon esprit était encore prisonnier de la gifle d'Anaïs dans ma propre maison, le jour de mon anniversaire. Soudain, la voix du présentateur a capté mon attention. Et la commission du loto continue de chercher l'heureux gagnant. Le billet gagnant a été vendu il y a exactement 3 semaines au supermarché de notre village. Le gros lot de ce soir n'a toujours pas été réclamé. Je suis resté pétrifié. Il y a 3 semaines, au supermarché, je me suis souvenu de quelque chose. De la monnaie en trop à la caisse, un billet acheté sur un pur coup de tête. Je me suis levé d'un bond, ignorant les protestations de mes genoux. J'ai marché en hâte vers le secrétaire. J'ai ouvert le tiroir où je gardais mes papiers importants. J'ai fouillé désespérément parmi de vieux reçus et des chèques annulés. Il était là, un petit bout de papier imprimé. Je l'avais complètement oublié. J'ai regardé l'écran de la télévision. Les numéros gagnants clignotaient en gros chiffres. J'ai baissé les yeux vers mon billet. Le premier numéro correspondait. Le deuxième aussi. Ma respiration s'est accélérée. Le troisième, le quatrième, le cinquième. J'ai senti le sang quitter complètement mon visage. Le dernier numéro était identique. Un nombre suivi de 6 zéros en jeu. Une fortune incalculable. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil. Mes mains tremblaient sans contrôle. J'ai revérifié les numéros encore et encore. C'était réel. Moi, Arthur Caron, je venais de gagner plus d'argent que je n'en avais vu dans toute ma vie. Mon premier réflexe fut d'appeler Valérie, de leur annoncer ma bonne fortune. Peut-être me traiteraient-ils différemment désormais. Mais je me suis alors souvenu de la gifle d'Anaïs. Je me suis souvenu comment ils étaient tous restés muets, sans me défendre. Je me suis souvenu de la vitesse avec laquelle ils étaient partis pour ne pas rater leur pièce de théâtre. Et j'ai décidé de ne pas appeler. Pas encore. Je me suis renversé dans mon fauteuil en serrant le billet entre mes mains. Pour la première fois depuis des années, un sourire est apparu sur mes lèvres. Un sourire qui n'avait absolument rien à voir avec la joie. Eh bien, ma famille, nous voici à la moitié de notre voyage. Buvez une gorgée d'eau, respirez à fond, car l'atmosphère vient de changer radicalement. Nous cessons d'être la victime sans défense et nous coiffons la couronne du stratège. Ce qui suit est une partie d'échec mental qui va vous couper le souffle. Parfois, la vie fait des cadeaux étranges. Ce jour-là, elle ne m'avait pas seulement donné la douleur de la trahison de ma famille, mais aussi une occasion inattendue, l'occasion de changer les règles du jeu. J'ai regardé le billet gagnant entre mes doigts tremblants et j'ai pensé à tout ce que je pourrais faire avec ce genre d'argent. Par exemple, aider un jeune homme ambitieux à ouvrir l'hôtel de ses rêves. Un homme qui, contrairement à ma propre petite fille, m'avait montré un minimum de respect. Le lendemain de mon anniversaire, je me suis réveillé avec le sentiment que c'était le début d'une nouvelle vie. Le billet de loterie était sur ma table de nuit.
à côté d'un papier où j'avais noté la somme gagnée. Je les avais posés là, avant de dormir pour m'assurer que je ne rêvais pas en me réveillant. Le chiffre n'avait pas changé. 6 zéros, précédé d'un nombre qui me transformait d'un retraité comptant chaque euro en un homme pouvant s'offrir presque n'importe quoi. La première chose que j'ai faite a été de me rendre au siège de la Française des Jeux, qui se trouvait heureusement à seulement 2 heures de route du village. Tout le long du chemin, j'étais nerveux, redoutant une erreur. Mais il n'y en avait pas. La jeune femme derrière le guichet a vérifié mon billet, ma pièce d'identité, et a confirmé le gain. On m'a conduit dans le bureau du directeur où j'ai rempli les formulaires nécessaires. « Souhaitez-vous rendre votre gain public ?» a demandé le directeur. « D'habitude, on fait un communiqué de presse, une photo avec un chèque géant. C'est une bonne publicité pour le loto. » J'ai pensé à Valérie, à Anaïs, à la vitesse avec laquelle ils apprendraient de mon gain si mon visage apparaissait aux informations, à la vitesse avec laquelle ils se souviendraient qu'ils aimaient leur père et leur grand-père. « Non, » ai-je répondu avec fermeté, « je préfère rester anonyme. » En le regardant depuis le présent, c'est le moment exact où je récupère le pouvoir. Le silence est un outil psychologique dévastateur. Si je leur avais parlé du gain, leur amour serait revenu, mais ça aurait été un amour faux, acheté avec des billets. En retenant l'information, je dresse un mur de protection et je prépare le terrain. L'anonymat n'est pas de la peur, c'est du pur contrôle tactique. Le directeur a hoché la tête. Il avait déjà vu des gens comme moi, des hommes âgés et prudents qui craignaient une attention soudaine. Il ne connaissait pas la vraie raison. Comment préférez-vous recevoir l'argent ? On peut émettre un chèque ou le virer sur un compte bancaire. Sur un compte, s'il vous plaît. Et j'aimerais bénéficier des conseils d'un conseiller financier. Je n'ai pas l'habitude de gérer une telle somme. Il a souri avec compréhension. Bien sûr, monsieur Caron. Nous travaillons avec plusieurs conseillers de confiance pour nos gagnants. Je vous donnerai leurs coordonnées. 2 heures plus tard, je suis ressorti du bureau avec un dossier plein de documents et un sentiment d'irréalité sur tout ce qui m'arrivait. Mon compte en banque contenait désormais une somme que je n'avais vue que dans les films sur les gens riches. En conduisant vers le village, j'ai réfléchi à ce que je ferais ensuite. Valérie n'avait pas appelé pour prendre de mes nouvelles après l'incident de la veille. Aucun d'eux n'avait appelé. Comme si la gifle n'avait jamais eu lieu. En rentrant, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Henri Girard, le conseiller financier de la liste fournie par le loto. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain. Puis je me suis assis dans un fauteuil et je me suis laissé assimiler ce qui s'était passé. J'étais riche, vraiment riche, et personne dans ma famille ne le savait. La pensée de Julien n'est pas venue tout de suite. Au début, je voulais seulement les punir tous, en ne leur disant rien du gain, en les laissant continuer à me traiter comme un fardeau, pour qu'ils découvrent plus tard ce qu'ils avaient perdu. Mais peu à peu, un plan a commencé à prendre forme. Je me suis souvenu du visage de Julien quand Anaïs m'avait giflé, de sa tentative maladroite de s'excuser, de la façon dont Anaïs s'était moquée de son rêve d'hôtel. J'ai passé les jours suivants à rencontrer Henri Girard et d'autres professionnels de la finance. Ils m'ont aidé à élaborer une stratégie d'investissement, à ouvrir de nouveaux comptes et à protéger mon capital principal. L'un de mes premiers achats fut un téléphone intelligent dernier cri. Il était temps de laisser derrière moi mon vieil appareil obsolète. Je voulais être connecté et avoir tout sous contrôle pour le plan qui commençait à germer dans mon esprit. Valérie n'a appelé qu'1 semaine après mon anniversaire. Sa voix sonnait comme d'habitude, légèrement agacée, comme si me parler n'était qu'une tâche de plus sur sa liste. « Papa, comment vas-tu » a-t-elle demandé sans grand intérêt. « Oh, je vais bien » ai-je répondu froidement. « Écoute, à propos de ce qui s'est passé, Anaïs a eu tort, mais tu sais comme elle est impulsive. Et toi, tu as vraiment blessé ses sentiments avec tes remarques sur Julien ? Aucune excuse, aucune reconnaissance que la situation était inacceptable, seulement des justifications. Je comprends, ai-je dit en contenant ma colère. Et Julien, comment va-t-il ? Quoi ? Elle ne s'attendait clairement pas à cette question. Oh, bien, je suppose. Anaïs et lui traversent une mauvaise passe, mais c'est leur affaire. Bien sûr, ai-je acquiescé. Passe-leur le bonjour. Après la conversation, je me suis assis devant mon ordinateur.
L'un de mes premiers achats avait été un ordinateur portable neuf. L'ancien arrivait à peine à ouvrir le courrier électronique. Maintenant, je pouvais utiliser Internet pour chercher des informations. Et la première chose que j'ai cherchée, ce fut le motel où travaillait Julien. Le motel des Pins s'est révélé être un petit établissement de bord de route, en périphérie de la ville. À en juger par les avis sur Internet, rien d'exceptionnel. Conditions basiques, propreté acceptable, prix bas, un endroit typique pour routiers de passage et voyageurs à petit budget. Le lendemain, j'ai loué une voiture et conduit jusqu'à la ville. Je me suis garé devant le motel et j'ai attendu. À 15 heures, Julien est sorti du bureau. Grand, mince, le visage fatigué. Il est monté dans son vieux véhicule et s'est éloigné. Je l'ai suivi en gardant mes distances. Il s'est arrêté dans un petit café et est entré. Je lui ai laissé 5 minutes, puis je suis entré à mon tour. Il était assis, seul, à une table près de la fenêtre, son ordinateur portable ouvert devant lui. J'ai commandé un café et je me suis installé de manière à voir son écran. Il consultait des annonces de biens immobiliers commerciaux. Cela a confirmé mes soupçons. Julien s'accrochait encore à son rêve, malgré les moqueries d'Anaïs. Je l'ai observé encore une demi-heure, puis je suis parti sans me faire remarquer. Au cours de la semaine suivante, j'en ai appris plus sur Julien Faure que ma propre petite-fille n'en savait probablement. Il travaillait au motel des Pins 5 jours par semaine, de 9 à 17 heures. Les mardis et jeudis, après le travail, il allait au même café consulter des annonces immobilières et prendre des notes. Il vivait dans un petit appartement en périphérie, assez modeste à en juger par le quartier. Sa voiture avait au moins 10 ans. J'ai aussi découvert que lui et Anaïs ne vivaient plus ensemble. Un soir, en le suivant, j'ai vu Anaïs venir récupérer quelques affaires dans son appartement. Ils se disputaient sur le parking. Sa voix portait jusqu'à ma voiture. « Tu as 34 ans, Julien. Combien de temps encore vas-tu t'accrocher à ce rêve stupide ?» Voilà, c'était tout. Anaïs l'avait quitté à cause de son ambition non réalisée. Ma petite fille avait choisi le pragmatisme plutôt que de soutenir son mari. Comme on dit, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. 2 semaines après le début de mon enquête, j'ai décidé que j'en savais assez. Il était temps d'agir. J'ai appelé le motel des Pins et demandé le gérant. C'était bien Julien. « Monsieur Faure ?» ai-je demandé en employant délibérément un ton formel. « Je suis Arthur Caron, le grand-père d'Anaïs. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « Monsieur Caron. » Sa voix était surprise. « En quoi puis-je vous aider ? » « J'ai besoin de te parler d'une affaire personnelle, mais pas au téléphone. »« D'accord. Quand ? Aujourd'hui, peut-être ? Je peux venir au motel après ta journée de travail ? » Autre pause. « Oui, bien sûr. Je termine à 17 heures. »« Parfait. À 17h30. Et Julien, Anaïs n'a pas besoin d'être au courant de cette rencontre. »« D'accord. Au revoir. » Je suis arrivé au motel à 17h15 et j'ai attendu dans la voiture de location. À 17h30 pile, Julien est sorti du bureau et a regardé autour de lui. Je lui ai fait signe de la main et je suis sorti de la voiture. « Monsieur Caron. » Il m'a serré la main. « Je dois avouer que votre appel m'a surpris. »« Je comprends. Y a-t-il un endroit privé où nous pourrions parler ?» Il m'a conduit dans un petit bureau derrière la réception. Nous nous sommes assis face à face. « Monsieur Caron, si c'est à propos de ce qui s'est passé à votre anniversaire, je voulais vous présenter mes excuses. J'aurais dû dire quelque chose pour arrêter Anaïs. » J'ai agité la main. « Non, il ne s'agit pas de ça, Julien. Et s'il te plaît, appelle-moi Arthur. » Il a hoché la tête, clairement déconcerté. « J'ai appris qu'Anaïs et toi vous étiez séparés. » ai-je dit sans détour. Son visage s'est tendu. « Oui, nous avons eu un désaccord sur l'avenir. »« Sur ton hôtel ?» Il m'a regardé, surpris. « Oui, Anaïs pense que c'est une chimère, que je perds mon temps et mon énergie à fantasmer au lieu de bâtir une vraie carrière. Et toi, qu'en penses-tu » Julien s'est redressé sur sa chaise. « Moi, je sais que je peux le faire. J'ai le plan, la stratégie marketing, les calculs. J'ai seulement besoin d'un peu de capital de départ. Combien ? Quoi ? Combien te faut-il pour commencer ?
Il a cité une somme conséquente, mais ce n'était qu'une fraction de mes gains. Pourquoi ne pas demander un prêt à la banque? J'ai essayé. Il a souri avec amertume. 3 fois. Mais sans garantie et avec mon historique de crédit, les banques considèrent l'hôtellerie comme un risque trop élevé pour un débutant. J'ai hoché la tête en feignant de réfléchir. Mais en réalité, j'avais déjà pris ma décision 2 semaines plus tôt. Si tu avais l'argent, quelle serait la première chose que tu ferais? Ses yeux se sont illuminés. Il y a une ancienne maison d'hôtes, avenue de l'Érable, construite dans les années 90. Style victorien, 3 étages, 12 chambres. Elle a besoin de travaux, mais structurellement le bâtiment est en bon état. Elle est en vente depuis 2 mois. J'ai déjà parlé au propriétaire et visité les lieux. C'est l'emplacement parfait pour le type d'hôtel que j'imagine. Je l'ai écouté décrire sa vision. Un hôtel de charme, chaleureux, avec des chambres décorées individuellement, une bibliothèque pour les clients, des petits déjeuners maison. Son visage s'animait, sa voix devenait plus sûre. C'était un homme très différent du gendre silencieux et peu sûr de lui que j'avais connu. « Ça a l'air ambitieux », lui ai-je dit quand il a eu fini. Et je devais l'admettre, c'était très bien pensé. « Merci. » Il a baissé les yeux, gêné. « Mais je suis désolé, Arthur, je ne comprends pas pourquoi vous me demandez tout ça. » J'ai respiré à fond. C'était le moment de vérité. « Julien, il y a quelques semaines, j'ai gagné au loto, une somme considérable. » Il a écarquillé les yeux. « Félicitations, a-t-il dit machinalement. Je ne l'ai dit à personne, ni à Valérie, ni à Anaïs, à personne. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé à votre anniversaire? J'ai secoué la tête. Disons que je ne suis pas pressé de partager de bonnes nouvelles avec des gens qui ne me montrent aucun respect. Il a baissé les yeux. Je comprends. Mais toi, Julien, tu as toujours été poli avec moi. Tu t'es toujours intéressé à mes histoires, même à ces ennuyeuses anecdotes de quand je travaillais comme agent de fret. Il a relevé la tête et j'ai vu une surprise sincère dans ses yeux. Elle n'était pas ennuyeuse. Mon père travaillait aussi dans la logistique. J'ai grandi en écoutant des histoires comme celle-là. Je ne savais pas. Une autre coïncidence, un autre signe que je prenais la bonne décision. Julien, je veux investir dans ton hôtel. Il est resté figé, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Quoi? Tu m'as bien entendu. Je te donnerai l'argent pour acheter et rénover cet immeuble de l'avenue de l'Érable, plus les frais de fonctionnement de la première année. Mais pourquoi? Parce que je crois en ton rêve, et parce que je veux donner une leçon à ma famille. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent si ce n'est que de la vengeance. Et la vérité, oui, ça a un goût de revanche. Mais il y a quelque chose de bien plus profond à l'œuvre ici. C'est le besoin humain de trouver un héritier spirituel. Julien me montre le respect que mon propre sang me refuse. Parfois, les vraies familles ne se construisent pas avec l'ADN, mais avec la loyauté et les valeurs partagées. Il a marqué une pause, réfléchissant à ce que je venais de dire. C'est une offre très généreuse, Arthur, mais je ne peux pas simplement accepter votre argent. Ce n'est pas un cadeau, Julien, c'est un investissement. Je serai un associé silencieux avec une part dans l'affaire. On signera un contrat en bonne et due forme, avec des avocats et tout le reste. Et Anaïs sera au courant? Pas tout de suite. Je veux que tu achètes l'immeuble, que tu commences les travaux et que tu lances l'affaire. Ce n'est que lorsque l'hôtel sera prêt à ouvrir que nous dévoilerons nos cartes. Julien s'est frotté le menton. Je ne sais pas, Arthur, ça ressemble à un acte de vengeance. La façon dont ils m'ont traité ne mérite-t-elle pas une réponse? Ai-je objecté. Réfléchis, Julien. C'est une chance de réaliser ton rêve, de prouver à Anaïs que tu avais raison. Et oui, aussi de leur donner une leçon. On ne traite pas les gens de cette manière, surtout pas sa famille. Il est resté pensif. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr, ai-je dit en me levant. Voici ma carte avec mon nouveau numéro. Appelle-moi quand tu auras décidé. En quittant le motel, je me suis senti étrangement serein. J'avais fait le premier pas. Julien m'a appelé 2 jours plus tard. « J'accepte », a-t-il dit sans préambule. « Mais j'ai des conditions. » « Je t'écoute. D'abord, ce doit être un vrai investissement, pas un cadeau. Vous recevrez une part de l'affaire proportionnelle à votre apport. Ça a du sens. Ensuite, on signe un contrat formel, avec des avocats, comme vous l'avez suggéré.
D'accord. Et troisièmement, il a marqué une pause. Je veux qu'on dise la vérité à Anaïs avant l'ouverture officielle. Je ne veux pas d'une humiliation publique. J'ai réfléchi un instant. D'un côté, cela atténuait un peu ma revanche. De l'autre, c'était une demande juste. D'accord, Julien, on la mettra au courant une semaine avant l'inauguration, mais pas un jour avant. Marché conclu. Nous nous sommes retrouvés le lendemain au cabinet de mon nouvel avocat, maître André Prat. Henri Girard, mon conseiller financier, était également présent. Nous avons discuté des détails de l'accord. J'investirai dans le projet de Julien en recevant 40% de l'affaire. Julien apporterait ses économies, son expérience et serait l'associé gérant avec 60%. Il me faut un nom pour la société, a dit Maître Prat en remplissant les papiers. Julien m'a regardé. Vous avez une idée, Arthur? J'ai réfléchi un moment. Seconde chance, ai-je fini par dire. Appelons la société Investissement Seconde Chance. Julien a souri, comprenant le sens caché. J'aime bien. Nous avons signé les documents et j'ai rédigé le chèque. Le processus était lancé. Les jours suivants se sont transformés en un tourbillon d'activités. Julien a démissionné de son poste au motel, ce qui a provoqué un nouveau conflit avec Anaïs. Elle m'a appelé pour se plaindre de son irresponsabilité. Il a simplement démissionné, papy. Il n'a pas d'autre travail, pas de plan. Il a juste dit qu'il allait poursuivre son rêve. À 34 ans, comme un gamin. J'ai fait des bruits compatissants, feignant de comprendre, alors qu'à l'intérieur, je jubilais. Le plan fonctionnait encore mieux que prévu. Julien a conclu l'accord avec le propriétaire de l'immeuble de l'avenue de l'Érable et nous avons commencé les rénovations. Je me rendais souvent sur place pour observer la transformation de la vieille maison d'hôte. Julien avait un goût excellent et une vision très claire. Sous sa direction, le bâtiment reprenait vie, conservant son charme victorien, mais avec des équipements modernes. Nous passions beaucoup de temps ensemble à discuter des détails, à prendre des décisions sur la décoration, le matériel, le recrutement du personnel. J'ai découvert que j'aimais vraiment le processus, et Julien me plaisait. Intelligent, travailleur, passionnément engagé dans son rêve. J'ai commencé à me demander ce qu'Anaïs ne voyait pas en lui. Un jour, après une longue journée sur le chantier, nous étions assis dans un bar voisin à discuter des plans. « Arthur, a dit Julien en faisant tourner un verre de bière entre ses mains, « je veux que vous sachiez quelque chose. Je ne fais pas ça pour me venger d'Anaïs ni pour la récupérer. Je le fais pourquoi? Pour moi. Pour me prouver que j'en suis capable, que mon rêve valait toutes ces années de planification et d'économie. » Il a marqué une pause. « Et aussi pour vous, parce que vous avez cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. » J'ai senti une chaleur inattendue dans ma poitrine. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Ça devenait autre chose. Une nouvelle connexion, un nouveau départ. « Tu sais, Julien, lui ai-je dit, moi aussi j'ai rêvé un jour de monter ma propre affaire, une entreprise de transport, mais je n'ai pas pris le risque. Pourquoi pas? Par responsabilité? Pour la famille? Par peur de l'échec? Les excuses habituelles. Et vous le regrettez? Parfois, surtout quand l'entreprise de transport a fermé et que j'ai compris que toutes mes années de loyauté ne signifiaient rien pour les nouveaux propriétaires. » Julien a hoché la tête. « C'est pour ça que vous m'aidez? Pour vivre votre rêve inaccompli à travers moi? » Je me le suis demandé à moi-même. En partie, peut-être. Mais surtout parce que je vois en toi ce qui m'a manqué. Le courage de poursuivre tes rêves, quoi qu'il arrive. Nous avons parlé jusque tard dans la nuit. D'affaires, de la vie, de rêves. Et je me suis rendu compte que mon plan de vengeance s'était transformé en quelque chose d'inattendu. Un vrai partenariat fondé sur le respect mutuel. 3 mois après le début des travaux, alors que l'hôtel commençait à prendre forme, Anaïs est apparue à l'improviste sur le chantier. Apparemment, elle avait suivi Julien et décidé de découvrir ce qui se tramait. J'étais là ce jour-là, en train de parler avec la décoratrice des finitions du hall principal. Julien faisait passer des entretiens à l'étage. « Papy. » Sa voix était pleine de stupéfaction. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis retourné en feignant la surprise. « Anaïs, quelle surprise !» Son regard est passé de moi à la décoratrice, puis aux ouvriers qui s'affairèrent dans le couloir. « Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'hôtel de Julien ?»« Oui, ai-je répondu calmement.
C'est son projet. Mais comment? Elle a hésité. Où a-t-il trouvé l'argent? Il a un investisseur. Qui? À ce moment-là, Julien est apparu dans l'escalier. Il s'est figé en voyant Anaïs. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé d'une voix tendue. « Je t'ai suivi » a-t-elle répondu sans gêne. « Je voulais savoir quelle folie t'avait poussé à quitter ton emploi stable. » Elle a désigné le couloir de la main. « Et te voilà. Finalement, tu as trouvé un idiot prêt à investir dans ton aventure. » Julien est descendu et s'est planté à côté de moi. « Ce n'est pas une aventure, Anaïs, c'est une affaire. Avec un plan d'affaires, une stratégie marketing et des calculs financiers, toutes ces choses que je te répétais depuis des années, mais que tu ne voulais pas entendre. » Elle a secoué la tête. « Et qui est ce mystérieux investisseur? Un retraité naïf que tu as convaincu d'y mettre ses économies ?» Julien m'a regardé. J'ai légèrement hoché la tête. Il était temps de dévoiler les cartes, mais pas entièrement. « L'investisseur préfère rester anonyme, » a dit Julien, « mais il soutient pleinement ma vision. » « Je n'arrive pas à le croire, » a chuchoté Anaïs. « Tu le fais vraiment? Tu construis ton hôtel idiot. »« Oui, Anaïs, et tu sais quoi? Ce sera un succès, parce que moi, j'y crois, et mon associé aussi. » Elle l'a fixé quelques secondes, puis a tourné son regard vers moi. « Et toi, papy? Toi aussi tu crois à ça ?» J'ai soutenu son regard. « Oui, Anaïs, je crois en Julien et en son hôtel. » Elle a secoué la tête, comme incapable de comprendre. « Vous êtes fous, tous les deux, » a-t-elle fini par dire, et elle s'est dirigée vers la sortie. Elle s'est arrêtée à la porte et s'est retournée. « Ne viens pas pleurer quand tout ça s'effondrera, Julien. Je t'aurais prévenu. » Quelle scène révélatrice. Quand une personne narcissique perd le contrôle du récit, son seul recours est le mépris et le déni. Anaïs ne supporte pas l'idée que Julien puisse triompher sans elle. J'observe sa réaction, et je vois de la pure fragilité déguisée en arrogance. C'est le mécanisme de défense de quelqu'un qui, au fond, sait qu'il a commis une erreur monumentale. Après son départ, Julien et moi nous sommes regardés. « Bon, » ai-je dit, « la première tournée est pour nous. » Il a souri faiblement. « Elle finira par apprendre la vérité tôt ou tard? » « Bien sûr que oui, mais à nos conditions et au moment que nous aurons choisi. » Nous sommes retournés au travail, mais j'ai remarqué que Julien est resté songeur le reste de la journée. Le soir, alors que nous finissions de discuter du menu du restaurant de l'hôtel, il a fini par dire quelque chose qui le tracassait clairement. « Arthur, êtes-vous sûr qu'on fait ce qu'il faut? Je ne parle pas de l'affaire, mais d'Anaïs, de sa famille. » Je l'ai longuement regardé en réfléchissant à ma réponse. « Tu sais, Julien, quand j'ai commencé tout ça, je voulais vraiment me venger. Je voulais leur donner une leçon, leur prouver qu'on ne pouvait pas m'humilier ainsi. Et maintenant, j'ai regardé autour de moi, le hall presque terminé, avec ses élégants fauteuils classiques, sa réception ancienne et son éclairage doux. Maintenant, je veux seulement que cet hôtel ouvre, que ton rêve se réalise. Et je veux en faire partie. » Julien a hoché la tête. « Alors faisons-le bien, » a-t-il dit avec une détermination renouvelée. Je n'aurais jamais imaginé monter une nouvelle affaire à 76 ans, mais la vie est pleine de surprises. Julien et moi, nous sommes lancés dans notre projet avec un enthousiasme que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'ancienne pension victorienne de l'avenue de l'Érable se transformait lentement en l'élégant hôtel de charme que Julien avait imaginé. Après avoir signé toute la paperasse et finalisé l'achat de l'immeuble, la partie la plus difficile a commencé, la restauration. Le bâtiment avait conservé une grande partie de son charme historique, mais nécessitait une sérieuse modernisation. Nous avons engagé un architecte spécialisé dans les bâtiments historiques et une équipe expérimentée en restauration. Tous les matins, j'arrivais sur place à 8 heures pile, même si mon horloge interne me réveillait toujours à 5. Julien était en général déjà là, à discuter de détails avec les artisans ou à étudier des échantillons de matériaux. Son dévouement au projet était vraiment impressionnant. Il s'occupait de chaque détail, des poignées de porte classiques au système de chauffage dernier cri. « Arthur !» s'est exclamé Julien un matin, alors que j'entrais dans ce qui deviendrait le hall principal. « Regardez ce que j'ai trouvé aux puces. » Il m'a montré une vieille plaque de laiton, sur laquelle on lisait « Pension des érables ».
C'était l'enseigne originale du bâtiment, que l'ancien propriétaire avait retiré et conservé. C'est parfait, ai-je dit en regardant le cuivre terni. On l'accrochera dans le hall. Oui, au-dessus de la cheminée, comme un rappel de l'histoire de ce lieu. Nous travaillions coude à coude, et j'ai été surpris de découvrir que mon expérience d'agent de fret était très utile. Je pouvais organiser les livraisons, tenir un registre des horaires, gérer les archives. Julien plaisantait en disant que j'étais son génie de la logistique. Sans vous, on aurait déjà raté 3 échéances, m'a-t-il dit une fois, quand j'ai intercepté une livraison de mauvais équipements et les ai remplacés avant l'installation. Notre relation est passée peu à peu des affaires à l'amitié. Souvent, nous restions tard dans le petit bureau que nous avions aménagé dans une des chambres de l'hôtel, à parler d'affaires et de la vie. Je lui ai parlé de Colette, de mes années dans l'entreprise de transport, de mon rêve inaccompli de monter ma propre affaire. Pourquoi n'avez-vous pas osé, m'a-t-il demandé un soir, assis au bar inachevé de l'hôtel, à boire du whisky dans des gobelets en carton. Par peur, je suppose, ai-je répondu en contemplant le liquide ambré. J'étais le seul soutien de la famille. Valérie venait de naître. Colette avait quitté son travail pour s'occuper du bébé. Ça semblait un risque trop grand. Je comprends, a hoché Julien. Vous aviez une responsabilité. Oui, mais ce n'était pas que ça. Je crois qu'il m'a manqué ta détermination, ta foi en ton propre rêve. Il a souri timidement. Je ne suis pas sûr que ce soit de la détermination, c'est plutôt de l'entêtement. Anaïs disait toujours que j'étais trop têtu pour mon propre bien. Parfois, l'entêtement, c'est ce qu'il faut pour avancer, lui ai-je dit. Surtout quand personne autour de toi ne croit en toi. Le projet avançait bien plus vite que prévu. 4 mois après le début des travaux, l'essentiel était terminé. L'hôtel avait exactement l'allure dont Julien avait parlé. Élégant mais accueillant, avec un luxe discret et une attention aux moindres détails. 12 chambres, chacune avec un design unique, baptisé de noms d'écrivains célèbres. Hugo, Balzac, Colette, Camus, Proust, Verne. Il y avait un restaurant petit mais très raffiné au rez-de-chaussée, une bibliothèque avec cheminée et fauteuils confortables, une cour intérieure avec une fontaine et des plantes vivantes. Nous avons appelé l'établissement Hôtel des Érables, un hommage à son histoire et à son emplacement. Le logo, créé par un jeune graphiste de l'université locale, combinait une feuille stylisée et la silhouette d'un bâtiment victorien. Une semaine avant l'ouverture officielle prévue, nous mettions la dernière main aux préparatifs. Le personnel avait été recruté et formé. 10 personnes au total, réceptionnistes, femmes de chambre, cuisiniers et serveurs. Le site internet était en ligne. Les réservations commençaient à arriver. J'étais assis dans le bureau, à relire des rapports financiers quand on a frappé à la porte. C'était Isabelle, notre nouvelle réceptionniste. « Monsieur Caron, vous avez de la visite ?» a-t-elle dit avec un peu de gêne. Elle dit qu'elle est votre petite fille. Je me suis figé. C'était le moment que j'avais attendu et redouté en même temps. Anaïs avait-elle découvert ma participation au projet ou venait-elle simplement voir l'hôtel sans se douter de rien? « Faites-la entrer, s'il vous plaît » ai-je dit en rangeant vite les papiers. 1 minute plus tard, Anaïs est apparue dans l'embrasure. Elle avait l'air différente de la dernière fois, mieux apprêtée. Elle portait un tailleur coûteux et une nouvelle coiffure. Elle était manifestement venue faire bonne impression. « Papy » a-t-elle dit avec un sourire forcé. « Quelle surprise de te trouver ici !» J'ai compris qu'elle mentait. Elle savait sûrement qu'elle me trouverait là. Anaïs. Je me suis levé pour la saluer, mais sans l'embrasser. « Qu'est-ce qui t'amène à l'hôtel des Érables ?» J'ai entendu dire que l'hôtel de Julien était presque prêt à ouvrir. Elle a regardé autour d'elle avec une surprise mal dissimulée. Et je dois l'admettre, c'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce niveau. Oui, Julien a fait un grand travail, ai-je dit en cachant délibérément mon rôle. Et toi, tu l'aides ? A-t-elle demandé prudemment. On pourrait dire ça. Elle a hoché la tête, acceptant ma réponse évasive. Papy, je voulais te parler, et à Julien aussi s'il est là. Il est au restaurant, à discuter du menu avec le chef. Je peux l'appeler ? Oui, s'il te plaît. J'ai composé le numéro de Julien. Il a répondu à la 2e sonnerie. Oui, Arthur. Un problème ? Non,
Mais on a de la visite. Anaïs veut nous parler à tous les deux. Il y a eu une pause. J'arrive dans 5 minutes. En attendant, Anaïs jouait nerveusement avec la lanière de son sac de marque. Depuis combien de temps tu aides Julien? A-t-elle fini par demander. Depuis le début du projet. Et comment? Comment as-tu été au courant de ses plans? Je me suis permis un petit sourire. Je garde la réponse pour moi. La porte s'est ouverte et Julien est entré. Il a salué Anaïs d'un signe de tête, sans montrer de joie particulière. Anaïs, a-t-il dit d'un ton neutre, à quoi devons-nous le plaisir? Elle s'est redressée, rassemblant ses pensées. Je suis venue présenter mes excuses, a-t-elle dit en regardant d'abord Julien, puis moi. À vous deux. J'ai été très injuste. Je n'ai pas cru en ton projet, Julien, et je me suis comporté de façon horrible à ton anniversaire, papy. Je l'ai regardé, essayant de discerner la sincérité derrière ces mots répétés. Il y avait quelque chose de calculateur dans son regard, quelque chose de très faux dans son intonation. Julien l'a remarqué aussi. Qu'est-ce qui a changé, Anaïs? A-t-il demandé sans détour. Pendant des mois, tu as répété que mon hôtel était une chimère qui ne se réaliserait jamais. Et maintenant qu'il est presque prêt, tu décides soudain de t'excuser. Elle a légèrement rougi. Eh bien, j'ai pris conscience de mon erreur. J'ai compris que j'avais tort. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait que le projet soit un succès, ai-je ajouté avec ironie. Anaïs m'a lancé un regard agacé. Papy, j'essaie d'arranger nos relations. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu, que la famille soit unie? La famille, ce n'est pas seulement se réunir quand tout va bien, Anaïs, c'est se soutenir dans les moments difficiles. Elle a baissé les yeux. Je sais, et je regrette de ne pas avoir été là pour toi. Julien l'a regardée avec une expression indéchiffrable. Qu'est-ce que tu veux, Anaïs? A-t-il fini par demander. Pourquoi es-tu vraiment ici? Elle a respiré à fond. Je veux qu'on se remette ensemble, Julien. J'ai fait une erreur. J'aurais dû croire en toi. J'aurais dû te soutenir. Faisons une analyse critique de ces excuses. Ce n'est pas un regret sincère pour la douleur causée. C'est la peur de rester en dehors du succès. C'est le classique syndrome de l'opportuniste. Quand la tempête est passée et que le navire est déjà au port, chargé d'or, tout le monde veut monter à bord. Je vous le demande. Donneriez-vous une seconde chance à quelqu'un qui ne revient que lorsqu'il n'y a plus aucun risque? Julien est resté silencieux de longues secondes, puis a tourné son regard vers moi. J'ai légèrement secoué la tête. Je ne croyais pas un mot. Il a acquiescé d'un signe à peine perceptible. Lui non plus n'y croyait pas. Anaïs, a-t-il fini par dire, je te remercie pour tes excuses, mais trop de choses ont changé. Moi, j'ai changé. Ce projet m'a complètement transformé. On peut recommencer, a-t-elle insisté. Je peux aider avec l'hôtel. J'ai de l'expérience en marketing, des contacts dans la publicité. On a déjà une stratégie marketing, a répondu Julien, et une équipe en qui j'ai confiance. Mais je suis ta femme. Une note de désespoir a percé dans sa voix. Mon ex-femme, l'a-t-il corrigé. C'est toi qui as demandé le divorce, tu te souviens? Elle m'a lancé un regard rapide, comme cherchant un appui, mais je suis resté neutre. Julien, s'il te plaît? Sa voix s'est adoucie. Donne-moi l'occasion de te prouver que j'ai changé. Il a soupiré. Écoute, je ne t'en veux pas, vraiment pas, mais en ce moment je suis concentré sur l'hôtel. C'est ma priorité. Je peux en faire partie, a-t-elle dit en faisant un pas vers lui. On peut le diriger ensemble. Non, Anaïs. Sa voix était très ferme. J'ai déjà un associé? Elle l'a regardé, perplexe, puis m'a regardé. Un associé? Tu veux dire ton investisseur? Oui, a répondu Julien. Un homme qui a cru en moi quand personne d'autre ne le voulait. J'ai vu son cerveau travailler fébrilement, essayant de relier les points. Et qui est ce mystérieux investisseur? A-t-elle demandé avec un sourire forcé. Julien m'a regardé. Je me suis souvenu de notre accord de lui dire la vérité avant l'ouverture, mais en voyant l'arrogance sur son visage, j'ai su que ce n'était pas le moment. J'ai soutenu le regard de Julien et secoué la tête de façon presque imperceptible. Pas encore. Je voulais que l'impact soit total, devant toute la famille. Julien a compris le message aussitôt.
Quelqu'un qui préfère garder l'anonymat pour le moment, a-t-il répondu froidement. Tu le rencontreras à l'inauguration officielle. Tu es invité, bien sûr. Anaïs est devenue rouge de frustration. Elle a compris qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Elle a serré son sac. Comme tu veux, Julien, on verra combien de temps durera ton petit jeu. Elle a tourné les talons et est sortie sans même me dire au revoir. Quand la porte s'est refermée, Julien et moi avons échangé un regard complice. La scène était prête pour le grand final. Le jour de l'inauguration officielle de l'Hôtel des Érables était dégagé et doux malgré l'arrivée de l'automne. Je me suis réveillé tôt, comme toujours, mais cette fois avec un sentiment d'enthousiasme au lieu de la lourdeur matinale habituelle. C'était un jour spécial, l'aboutissement de mois de travail et de planification. Je m'y étais préparé méticuleusement. J'avais acheté un costume neuf bleu foncé avec un gilet et une cravate assortie. Colette disait toujours que le bleu rehaussait la couleur de mes yeux. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais allé chez un barbier qui avait taillé soigneusement mes rares cheveux gris. Je m'étais même permis une manucure, une petite extravagance que j'aurais jadis jugée gaspilleuse. Julien est passé me chercher à 10 heures. Il avait l'air très différent de l'homme que j'avais vu à mon anniversaire quelques mois plus tôt. Plein d'assurance, le dos droit, les yeux brillants. Le costume lui allait à merveille, soulignant sa haute silhouette. « Arthur, vous êtes superbe », a-t-il dit avec une admiration sincère. « Toi aussi », lui ai-je répondu en le détaillant. « Oh, on dirait un véritable hôtelier. » Il a souri, et il y avait tant de fierté et de joie dans ce sourire que j'ai senti mon cœur se remplir de chaleur. Nous y étions arrivés, nous l'avions vraiment fait. En chemin, nous avons discuté des derniers détails. La liste des invités comptait une centaine de personnes, des entrepreneurs locaux, des représentants du tourisme, des journalistes, des partenaires potentiels. Tous les préparatifs avaient été achevés la veille. Le salon était décoré, le buffet dressé, le champagne déjà au frais. « Tu as invité ta famille ?» m'a demandé Julien prudemment alors que nous nous arrêtions devant l'hôtel. J'ai hoché la tête. Valérie a promis de venir avec Frédéric, et bien sûr Anaïs sera là, j'en suis sûr. Elle ne raterait jamais un événement pareil. « Tu es certain de vouloir le faire ce soir ?» J'entendais l'inquiétude dans sa voix. « Révéler la vérité sur ta participation. »« Absolument, » ai-je répondu avec fermeté. Il était temps. L'Hôtel des Érables était magnifique. Le bâtiment victorien restauré brillait sous sa peinture fraîche. Les grandes fenêtres scintillaient au soleil, et la nouvelle enseigne, au logo élégant, attirait le regard de tous les passants. Un tapis rouge était déroulé devant l'entrée, et 2 jeunes gens en uniforme se tenaient à la porte, prêts à accueillir les invités. À l'intérieur, le hall avait été transformé pour l'occasion. Des bouquets de fleurs fraîches, un éclairage doux et une musique de fond jouée par un quatuor à cordes. Le personnel, en uniforme neuf, courait d'un bout à l'autre, vérifiant les derniers détails. « Monsieur Faure, Monsieur Caron. » Isabelle, la chef de réception, s'est approchée. « Tout est prêt. Les invités commenceront à arriver dans une demi-heure. »« Merci, Isabelle, » a répondu Julien. « Tu as fait un travail fantastique. » Elle s'est illuminée et s'est empressée de retourner à ses tâches. « Tu es nerveux ?» ai-je demandé à Julien une fois seul. « Un peu ?» a-t-il admis. « Et toi ?» Étrangement, non, ai-je répondu en toute honnêteté. Je me sens en paix, comme si tout se déroulait exactement comme ça devait être. Il a hoché la tête. « J'ai quelque chose pour toi, Arthur, » a-t-il dit en sortant une petite boîte de la poche de sa veste. « Je voulais te le donner avant l'événement. » J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, des boutons de manchette. Simples, élégants, en argent, avec de petites incrustations d'une pierre bleu foncé. « C'est du lapis lazuli », m'a expliqué Julien. « On dit qu'il porte chance dans les nouveaux projets. » J'ai été profondément ému. Il était rare qu'on m'offre quelque chose choisi avec tant de soin. « Merci, Julien, » lui ai-je dit en mettant les boutons de manchette à ma chemise. « Ils vont parfaitement avec le costume. »« J'en suis ravi, » a-t-il souri. « Encore une chose. Ça t'ennuie si, dans mon discours, je dis la vérité sur ta participation, sur le fait que tu n'aidais pas seulement, mais que tu es un associé et un investisseur à part entière? Ça ne m'ennuie pas du tout.
ai-je répondu. En fait, j'y compte bien. Les invités ont commencé à arriver à midi pile. Julien et moi nous tenions à l'entrée pour saluer tout le monde. Le maire du village, le rédacteur en chef du journal local, d'autres chefs d'entreprise et partenaires potentiels. Beaucoup ont exprimé leur surprise de me voir en hôte, mais Julien expliquait habilement que j'étais son associé, laissant les détails pour plus tard. À 13h30, j'ai remarqué Valérie et Frédéric entrer dans le hall. Ils avaient l'air très tendus et se sont étonnés de me voir debout aux côtés de Julien. Valérie s'est approchée rapidement. « Papa » a-t-elle dit, déconcertée. « Qu'est-ce qui se passe ? Anaïs nous a dit que tu avais quelque chose à voir avec cet hôtel, mais je pensais qu'elle exagérait. »« Bonjour, Valérie. » Je l'ai embrassée sur la joue. « Je suis content que tu aies pu venir. Tout s'expliquera pendant la cérémonie. » Elle s'apprêtait à demander autre chose, mais Anaïs est apparue à ce moment-là. Elle portait une robe de soirée très élégante. Impeccable, comme toujours quand elle voulait impressionner. Son regard allait de Julien à moi, essayant d'évaluer la situation. « Anaïs ?» l'a salué Julien discrètement. « Merci d'être venue. »« Je ne raterai l'inauguration pour rien au monde », a-t-elle répondu avec un sourire tendu. Surtout après avoir appris que mon grand-père était impliqué d'une certaine manière dans le projet. « Pas d'une certaine manière », ai-je répondu calmement. « Directement. Mais on en reparlera plus tard. Pour l'heure, profite de l'événement. » Peu avant 14h, le hall était rempli d'invités. Ils dégustaient le champagne et les amuse-bouches, admirèrent la décoration et discutaient des perspectives de ce nouvel établissement. Julien faisait visiter les chambres et les autres espaces aux invités de marque. Pendant ce temps, je bavardais avec des entrepreneurs locaux, dont beaucoup que je connaissais de mes années dans l'entreprise de transport. J'ai remarqué Valérie et Frédéric qui parlaient à voix basse dans un coin, en me lançant des regards perplexes. Anaïs faisait le tour de la salle, tentant de soutirer aux invités le moindre détail sur mon rôle. Je me suis permis un petit sourire. Tout le monde le saurait très bientôt. À 14h pile, Julien a fait tinter une petite cloche pour attirer l'attention. « Mesdames et messieurs » a-t-il commencé, tandis que le bruit s'apaisait. « Je voudrais tous vous remercier de nous accompagner en ce jour si spécial. L'inauguration de ce lieu est la réalisation d'un rêve auquel je travaille depuis de nombreuses années. » Les invités ont applaudi, et Julien a attendu que les applaudissements s'éteignent avant de continuer. Mais je n'aurais pas pu y arriver seul. Et aujourd'hui, je veux remercier publiquement l'homme sans qui ce projet ne se serait jamais réalisé. La personne qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Mon associé et mon principal investisseur, M. Arthur Caron. Il m'a fait signe de le rejoindre. Je me suis avancé parmi les murmures d'étonnement et les applaudissements. Du coin de l'œil, j'ai vu les visages stupéfaits de Valérie, Frédéric et Anaïs. « Arthur n'a pas seulement investi de l'argent dans cet hôtel », a continué Julien. Il a été présent à chaque étape, de la planification à l'exécution. Son expérience, sa sagesse et sa foi dans le projet ont été inestimables. Cet hôtel est notre enfant commun, et je suis fier de pouvoir l'appeler mon associé et mon ami. Il y a eu une nouvelle vague d'applaudissements, cette fois bien plus forte. J'ai regardé la salle et j'ai vu un respect sincère dans les yeux de tous les invités. C'était une sensation entièrement nouvelle. On ne me reconnaissait plus seulement comme le vieux Caron, mais comme un homme d'affaires accompli, un homme qui avait mené à bien un projet important. « Arthur, veux-tu dire quelques mots ?» m'a proposé Julien en me tendant le micro. J'ai respiré à fond. J'avais répété ce moment dans ma tête d'innombrables fois. « Merci Julien », ai-je commencé, « et merci à vous tous de partager cette journée si spéciale avec nous. L'Hôtel des Érables n'est pas seulement une affaire pour nous. C'est le symbole qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Il n'est jamais trop tard pour croire en un rêve. » J'ai fait une pause pour rassembler mes pensées. À 76 ans, j'ai découvert que la vie peut encore réserver de merveilleuses surprises, qu'on peut trouver un nouveau but, de nouveaux amis et de nouvelles occasions quand on s'y attend le moins. Mon regard a rencontré les visages de ma famille dans la foule. Valérie semblait abasourdie. Frédéric avait l'air contrarié. Anaïs paraissait frustrée et passablement confuse. Parfois,
Il faut un coup de chance inattendu pour voir qui vous apprécie vraiment et qui ne fait que vous tolérer, ai-je continué sans quitter ma famille des yeux. Parfois, il faut un retournement brutal du destin pour voir qui reste à vos côtés quand les temps sont durs, et qui n'apparaît que lorsqu'il sent le succès. J'ai vu Anaïs baisser les yeux. Elle avait clairement compris que ces mots lui étaient adressés. Voici l'apogée absolue. Exposer la vérité en public a un poids psychologique monumental. Je ne le fais pas pour détruire. Je le fais pour poser une limite inébranlable devant témoins. C'est la catharsis définitive après des années d'humiliation silencieuse. Observez la masque de la personne qui vous a blessé se désagréger. Je l'avoue, ça procure une satisfaction sombre, mais profondément nécessaire pour guérir. Il y a quelques mois, j'ai gagné une somme importante au loto, ai-je annoncé à voix haute, provoquant une nouvelle vague de chuchotements. Et j'ai décidé d'investir cet argent dans le rêve d'un homme qui m'a toujours témoigné du respect. Un homme que ma propre petite-fille a choisi de ne pas soutenir au moment où il avait le plus besoin d'elle. Les invités se sont retournés, essayant de voir de qui je parlais. Anaïs est restée immobile. Son visage était devenu complètement pâle, de surprise et de honte. Mais ce n'est pas une histoire de vengeance, ai-je dit en adoucissant un peu le ton. C'est une histoire de seconde chance. Une chance de recommencer, de créer quelque chose de beau et de durable. Et je suis profondément reconnaissant pour cette chance. Reconnaissant envers Julien pour sa vision et son amitié, et reconnaissant envers vous tous de soutenir notre projet. J'ai levé ma coupe de champagne. Je porte un toast à l'Hôtel des Érables et au nouveau commencement. Les invités ont levé leur coupe, répétant le toast à voix haute. Les applaudissements ont été assourdissants. Julien m'a serré dans ses bras, et j'ai vu une gratitude sincère et beaucoup de fierté dans ses yeux. Après la partie officielle, les invités se sont dispersés dans tout l'hôtel, parcourant les chambres, le restaurant, la bibliothèque. Je suis resté dans un coin du hall, acceptant les félicitations et répondant aux questions. Du coin de l'œil, j'ai vu Valérie et Frédéric discuter à voix basse. Anaïs avait disparu juste après mon discours. Au bout d'un moment, Valérie s'est approchée de moi, laissant Frédéric au bar. « Papa ?» m'a-t-elle dit à voix basse. « On peut parler en privé ?» J'ai hoché la tête et l'ai conduite dans un petit bureau attenant au couloir principal. Dès que la porte s'est refermée, Valérie s'est tournée vers moi. Son visage exprimait la douleur et le désarroi. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» a-t-elle demandé. « Sur le gain ? Sur l'hôtel ? Sur tout ça ? Pourquoi tu ne m'as pas appelé le lendemain de mon anniversaire pour savoir comment j'allais ? Lui ai-je retourné la question. Pourquoi t'a-t-il fallu une semaine entière pour demander si ça m'avait blessé que ta fille me frappe pendant que vous regardiez tous sans rien faire ? Elle a baissé les yeux. On a eu tort, a-t-elle admis à voix basse. Anaïs s'est comportée horriblement. Et nous, on aurait dû intervenir. Mais ce n'est pas une raison pour nous cacher une nouvelle aussi importante. Pas une raison ? J'ai secoué la tête. Valérie, vous m'avez tous traité comme un fardeau pendant des années, venant ici seulement par devoir, comptant les minutes jusqu'au départ. Tu ne crois pas que j'ai vu la façon dont Frédéric passait son temps à regarder sa montre ? Ou la façon dont Anaïs levait les yeux au ciel chaque fois que je commençais une histoire ? Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, mais sans aucune conviction. Bien sûr que c'est vrai, ai-je répondu fermement. Et tu sais quoi ? Je ne vous en veux pas. Vous avez votre propre vie, vos propres soucis. Je n'étais qu'un vieil homme solitaire qui devenait de plus en plus dépendant, et ce n'est pas la perspective la plus agréable pour une famille occupée. Valérie s'est mise à pleurer. Des larmes silencieuses roulaient sur ses joues, et l'espace d'un instant, j'ai revu en elle la petite fille que j'avais bercée dans mes bras. « On t'aime, papa », a-t-elle dit entre deux larmes. « À notre manière, mais on t'aime. » Je sais, ai-je dit en baissant la voix. Mais l'amour, ce ne sont pas que des mots, Valérie. Ce sont des actes. C'est être là pour l'autre quand les choses se compliquent. C'est du respect. Qu'est-ce qu'on peut faire ? M'a-t-elle demandé en séchant ses larmes. Comment réparer les choses ? J'ai soupiré. Je ne sais pas si ça peut se réparer complètement. Mais on peut commencer par repartir de zéro, sans fausses attentes, sans rendez-vous forcé. Simplement se voir quand les deux parties en ont vraiment envie, pas par obligation.
Elle a hoché la tête en essayant de sourire à travers ses larmes. J'aimerais beaucoup ça. Nous sommes retournés ensemble dans le hall, où l'événement suivait son cours. Frédéric attendait nerveusement près du bar, visiblement mécontent de voir sa femme pleurer. Mais avant qu'il puisse dire un mot, Julien s'est approché de nous. « Arthur, désolé de vous déranger, mais le maire aimerait discuter de la possibilité d'organiser une réception officielle de la ville ici, dans notre hôtel. » « Bien sûr. » Je me suis tourné vers Valérie. « On parlera plus tard, d'accord ?» Elle a hoché la tête et je suis parti avec Julien, étrangement soulagé. Le premier pas était fait. Peut-être pas vers une réconciliation complète, je n'étais même pas sûr que ce soit possible, mais vers une relation bien plus honnête. Anaïs m'a retrouvé plus tard, alors que la plupart des invités étaient déjà partis. Elle avait l'air différente, vulnérable, complètement dépouillée de son habituel masque d'assurance. « Papy », m'a-t-elle dit à voix basse en s'approchant. « Je peux te parler ?» Nous sommes sortis sur une petite terrasse qui donnait sur la cour soignée de l'hôtel. « J'ai été une petite fille épouvantable », a-t-elle dit sans détour, sans chercher à adoucir la vérité. « Et j'ai été une épouse épouvantable pour Julien. Je n'ai pas cru en lui, je ne t'ai jamais respecté et je n'ai jamais pensé qu'à moi. » Je suis resté silencieux, la laissant parler. Quand Julien a commencé à parler de son hôtel, au début je le soutenais. Mais ensuite, je me suis lassé d'attendre. Je me suis lassé de vivre d'un rêve au lieu d'une réalité. Je voulais la stabilité, le confort, un statut social. Je voulais tout ce qu'il ne pouvait pas me donner. « Et maintenant qu'il peut te donner tout ça ?» ai-je demandé. Elle a souri avec beaucoup d'amertume. « Maintenant, il est trop tard, n'est-ce pas? Il ne veut pas de moi. Et il a entièrement raison. » Je l'ai regardé fixement, cherchant la sincérité derrière ses paroles. Cette fois, ça semblait très réel, sans calcul, sans fausseté. « Tu sais, Anaïs, » ai-je fini par dire, « parfois, la leçon la plus importante qu'on puisse tirer de nos propres erreurs, c'est simplement de ne pas les répéter. Pas avec la même personne, mais pas non plus avec d'autres à l'avenir. » Elle a hoché la tête, les larmes brillant dans ses yeux. « Je m'en souviendrai, papy. Je veux que tu saches que je suis vraiment désolé. Pour l'anniversaire, pour la gifle. Désolé pour tout ce que j'ai fait. Je me suis comporté d'une manière horrible et je n'ai aucune excuse. » « J'accepte tes excuses, » lui ai-je dit en toute sincérité, « et j'espère que tu tireras la leçon de cette situation. Pas pour moi, pas pour Julien, mais pour toi-même. » Elle m'a serré dans ses bras et j'ai senti une partie du poids que je portais dans mon cœur commencer à se dissiper. Pas tout le poids. Certaines blessures étaient trop profondes pour guérir entièrement, mais assez pour qu'il me soit un peu plus facile de respirer. Anaïs est partie peu après notre conversation. Je suis resté seul sur la terrasse, à regarder les derniers invités quitter l'hôtel. La journée avait été longue et émotionnellement intense, mais je me sentais étrangement en paix. Julien m'a rejoint peu après. Il tenait 2 verres de whisky. « Dure journée ?» m'a-t-il demandé en m'en tendant un. « Une journée bien remplie ?» ai-je répondu en acceptant le verre, « mais très nécessaire. » Nous avons regardé le coucher de soleil en silence, savourant ce moment de calme après une journée si agitée. « Vous savez, Arthur, » a fini par dire Julien, « quand vous m'avez proposé cet accord, je pensais qu'il ne s'agissait que d'argent et de vengeance. Mais maintenant, je vois qu'il s'agissait de bien plus que ça. » « Et de quoi s'agissait-il » lui ai-je demandé, alors que je connaissais déjà la réponse. « D'une seconde chance, » m'a-t-il répondu. « Une chance pour moi de réaliser mon rêve, pour vous d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, et même pour votre famille, peut-être, de comprendre ce qu'elle avait vraiment perdu. » J'ai hoché la tête, réfléchissant profondément à ces paroles. « La vengeance est un plat qui se mange froid, comme on dit, » lui ai-je confié. Mais j'ai découvert que même la vengeance la plus douce n'est pas aussi satisfaisante que de créer quelque chose d'entièrement nouveau et de beau. Alors vous ne regrettez pas d'avoir investi en moi plutôt que de simplement punir votre famille ? Pas une seule seconde, lui ai-je répondu en toute honnêteté. C'est la meilleure décision que j'ai prise depuis de très nombreuses années. Nous avons levé nos verres dans un toast silencieux et j'ai senti une chaude sensation de satisfaction se répandre en moi. Ce n'était pas la satisfaction de me réjouir de voir ma famille recevoir ce qu'elle méritait. C'était la satisfaction profonde et tranquille d'avoir enfin trouvé ma place et un vrai but dans la vie.
Dans les mois qui ont suivi, l'Hôtel des Érables a prospéré grandement. Les critiques étaient excellentes. Les chambres se réservaient des semaines à l'avance et le restaurant est devenu un lieu très prisé des habitants du village. Julien et moi passions le plus clair de notre temps à l'hôtel, mettant constamment en œuvre de nouvelles idées. J'ai emménagé dans un appartement petit mais très élégant, situé au-dessus de l'hôtel, aménagé spécialement pour moi. C'était pratique d'être si près du travail, mais aussi symbolique, un nouveau foyer pour une nouvelle vie. Valérie m'appelait régulièrement, et nos conversations sont devenues beaucoup plus authentiques. Parfois, elle venait déjeuner sans Frédéric, et nous parlions des heures. Nous n'étions plus un père et une fille accablés par les blessures du passé, mais deux adultes tentant de construire une relation entièrement nouvelle. Anaïs aussi avait changé. Elle a trouvé un nouvel emploi dans une autre ville. Elle a commencé une thérapie et a essayé de découvrir quelles étaient ses vraies priorités. Notre relation restait compliquée, mais il y avait un nouveau respect de sa part envers moi, et de ma part envers ses efforts pour changer. Julien est devenu bien plus qu'un simple associé. Il est devenu un ami, presque le fils que je n'avais jamais eu. Nous passions ensemble non seulement les heures de travail, mais aussi les week-ends. On allait à la pêche, on jouait aux échecs, on discutait de livres et de films. Je me suis aussi fait de nouveaux amis parmi les entrepreneurs locaux rencontrés grâce à l'hôtel. À 76 ans, ma vie sociale était bien plus active que durant les dernières décennies. Parfois, assis le soir dans la bibliothèque de l'hôtel, à observer les clients et les employés, je pensais à mon épouse Colette. Que dirait-elle si elle me voyait maintenant? Je crois qu'elle serait très fière. Pas pour l'argent ni pour la réussite commerciale. Elle serait fière de voir que j'ai enfin trouvé le courage de commencer quelque chose de nouveau, de prendre un risque, de croire en moi et aux autres. La vengeance que j'avais planifiée s'était finalement transformée en quelque chose de bien plus précieux. Une occasion d'avoir une nouvelle vie, de nouer de vraies relations et de trouver un but et un véritable sens. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Parfois, ce qui commence comme un désir de punir les autres peut finir par vous sauver vous-même. Quant à ma famille, ils sont restés avec la compréhension amère de leurs propres erreurs, avec la pleine conscience de tout ce qu'ils avaient perdu par leur négligence. Mais j'ai l'espoir qu'eux aussi aient appris quelque chose de toute cette histoire, que Valérie ait appris à valoriser les relations au lieu de les voir comme une simple obligation. Qu'Anaïs ait compris que la vraie valeur d'une personne ne réside ni dans son statut social, ni dans son argent. Et quant à moi, c'est moi qui ai ri le dernier. Pas du rire arrogant et malveillant d'un justicier vengeur, mais du rire tranquille et satisfait d'un homme qui vivait enfin sa vie pleinement, entouré de gens qui l'appréciaient vraiment. Et c'est cela, au bout du compte, qui fut la vengeance la plus douce de toutes. Et ainsi se referme ce chapitre, mes amis. Si on l'analyse en profondeur, la vraie revanche n'a pas été de mettre sa famille face à ses fautes devant tout le village. La plus grande et la plus dévastatrice des revanches, pour ceux qui nous sous-estiment, c'est de nous voir briller et être absolument heureux sans eux. Notre protagoniste a transformé le mépris en carburant et a réécrit son destin dans la dernière étape de sa vie. Il nous démontre que la valeur n'expire pas avec les années et que la famille qu'on choisit est souvent celle qui nous sauve vraiment. À présent, c'est votre tour. Dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné à la famille après avoir révélé le secret? Ou lui auriez-vous fermé la porte pour toujours? Je vous lis tous. Et si cette histoire a remué quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car les histoires à venir sont encore plus intenses. On se retrouve dans la prochaine.